Merci Arnaud, et on démarre donc les entretiens de Valpré avec cette matinale effectivement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, en partenariat avec l'UCLI et RCF, mais également on souhaite remercier la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et l'entreprise Mazars qui sont des fidèles partenaires des matinales des EDC qui ont lieu à peu près 5 fois par an, ouverts à tous, donc vous êtes les bienvenus. Donc on accueille ce matin Serge Papin et on va démarrer tout de suite, Armelle, par refaire un peu votre parcours à travers le traditionnel CV. Oui, traditionnel CV qu'il a fallu condenser tellement il est riche et complet. Serge, vous êtes né le 1er août 1955 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, et vous êtes issu d'une famille de commerçants et épiciers en mandat gérance. À l'âge de 8 ans, vous déménagez dans le bocage vendéen à La Châtaigneraie et votre père achète là-bas un magasin Codec dans la rue du Commerce, évidemment. Vous passez votre adolescence comme pensionnaire chez des prêtres séculiers au collège Saint-Joseph de Fontenay-le-Comte, dont on dit qu'ils vous ont exclu lors de votre classe de 3e. Mais bien leur en a pris puisque après vous avez continué votre formation. Après votre service militaire, vous suivez une formation de commerce à la CCI de Nantes pour ensuite entamer une année de comptabilité et obtenir à l'issue un BEP commerce après avoir quitté la filière comptable en première année. En 1972, vous entrez dans la vie active comme manutentionnaire à l'Intermarché de Fontenay-le-Comte. Et c'est là que commence une grande aventure qui va se poursuivre dès 1979 par le service communication de Système U Ouest. Et ensuite, vous allez poursuivre votre carrière jusqu'en 2018, 79 à 2018. Une belle fidélité au groupe Système U, puisque vous allez occuper différents postes, essentiellement dans l'Ouest, pour ensuite arriver au poste de directeur général Système U Région Ouest, puis vice-président de Système U. Petite anecdote, allez, on l'a dit, en mai 2011, vous vous êtes même payé le luxe, dit-on, de refuser une offre de Lars Olofsson de prendre la tête de Carrefour France. Pas mal. C'est une légende urbaine, ça. Elle est arrivée jusqu'à Valpré. En mai 2018, vous quittez le groupe Système U. Et d'ailleurs, vous avez déclaré à un journaliste du Figaro que les évolutions de la société annoncent la mort de l'hypermarché. Grand sujet de réflexion. Après toutes ces années dans le domaine de la distribution, vous devenez auteur. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, mais même pendant que vous étiez encore en fonction d'ailleurs. Vous avez écrit notamment « Consommer moins, consommer mieux » pour un nouveau pacte alimentaire. Et maintenant, on fait quoi ? Dernier ouvrage que vous avez édité. Non, pas le dernier, on a encore un petit dernier, « Du panier à l'assiette ». En effet, vous êtes convaincu du lien entre l'alimentation, la santé et l'environnement, et vous avez notamment lancé l'initiative bien connue « Osons demain ». C'est un manifeste des chefs d'entreprise en faveur de la transition écologique en France, et vous avez réussi à rassembler 500 signatures, et de très belles signatures. Vous nous en parlerez, je pense. Aujourd'hui, vous êtes conférencier et consultant également, puisque vous accompagnez les entreprises dans leur stratégie et dans les transitions auxquelles elles vont devoir faire face. Vous êtes passionné de littérature. Vous avez même créé, je crois, une maison d'édition qui s'appelle Mosée Édition et dont le nom est inspiré d'une rivière vendéenne, si mes renseignements sont bons. Voilà, avec tout ça, vous êtes également père de 4 filles et d'un petit garçon, 5 enfants, qui doivent bien vous occuper avec... Ça pourrait être un métier, oui. Ça pourrait être un métier. Voilà. Surtout voilà. Les 4 filles, hein. Surtout les 4 filles, c'est plus compliqué. Je compatis. Voilà, une vie bien remplie, Serge. Oui, dites donc Armelle, je vais vous emmener avec moi pour toutes les conférences, parce que alors, quelle introduction. Hein. Il y avait de la matière. Ouais.
Alors Serge, on va parler de responsabilité ce matin. On va déjà faire un focus sur la responsabilité environnementale. On a ces dernières années, ces derniers mois, une accélération de toute cette prise de conscience, notamment à travers la loi Pacte, qui invite les entreprises vraiment à se questionner, à questionner leur raison d'être. Vous n'avez pas attendu la loi Pacte. Ça fait très longtemps que vous vous êtes engagé dans un acte de responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce parcours au groupe Système U et puis nous dire peut-être sur un plan un peu plus personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette logique-là? Alors, écoutez, quand rétrospectivement, quand on analyse les choses, c'est vrai qu'on est passé des années 80 où on cherchait à consommer plus, hein, et puis on se disait que finalement le monde allait devenir meilleur. Hein. Et après les années 2000, il y a une espèce de sentiment qui irrigue la population, enfin nos concitoyens. Alors je vais vous parler d'un mot qui traduit ça. Je pense que, alors l'idée c'est de replacer ce mot dans la journée, puis ça va être un mot nouveau que sans doute vous connaissez pas. C'est la solastalgie. Ça vous dit quelque chose? C'est un espèce de néologisme qui veut dire l'effondrement psychique des espoirs d'un monde meilleur. C'est-à-dire qu'on est passé en 30 ou 40 ans d'espoir que tout allait être possible à la perception que le monde, je veux dire, le monde est menacé. Et donc, moi, j'ai pas fait d'études significatives, donc on ne m'a pas appris, on ne m'a pas donné de méthode. Ma valeur ajoutée a été, avec les gens, les commerçants de U, d'essayer de comprendre l'époque. Parce que finalement, ce que nous faisons tous dans nos entreprises, nous ne sommes que le miroir de la société. On ne fait que ce que souhaite souvent la société. Et donc, moi, ayant cette capacité à absorber un peu ce qui se passait, je me suis dit comment on peut, du coup, construire un leadership, hein, puisque Système U, à l'époque, était plutôt dans une situation fragile, hein. Si on se met dans le rapport de force, si on veut rentrer dans la loi du plus fort, on n'y arrivera pas, parce que ça va être compliqué pour nous. Par contre, si on essaie justement d'être empathique avec l'époque nouvelle, on va peut-être justement construire un socle à partir de ce qu'on pourrait appeler de la réconciliation, hein, construire un socle où on va trouver une place qui va être la nôtre et qui va être plutôt une place qui va être incarnée par la voie du milieu. Et donc c'est ainsi que sur deux axes, on va dire, alors vous parliez, Benoît, de la raison d'être. Moi j'ai travaillé cette question de la raison d'être de l'entreprise, donc de sa mission. C'est pourquoi, quel sens elle donne à ce qu'elle fait. Et en essayant de la conjuguer avec la raison d'y être aussi des collaborateurs, hein, parce que la raison d'être, ça va de pair avec la raison d'y être, ce qui d'ailleurs fait souvent la raison d'y venir des clients, hein, qui à ce moment-là adhèrent à un système de valeurs. Et donc je me suis dit sur deux axes, un axe donc qui est plutôt social et un axe sociétal. L'axe social, c'était de se dire au fond comment l'entreprise, avec sa marque employeur, avec sa réputation, peut être un havre de paix et de stabilité dans un monde qui est de plus en plus difficile. Donc les inquiétudes qu'ont nos collaborateurs dans le dehors, dans les grandes métropoles où ils vivent parfois seuls, dans un espèce d'individualisme grégaire, parce qu'ils sont quand même nombreux. Bon, l'entreprise à ce moment-là est aussi un espace de paix. Et ça me paraissait important, un espace de vivre ensemble. Donc ça, c'était la dimension, on va dire, sociale. Et la dimension sociétale, c'était de se poser la question de quelle valeur ajoutée, quelle valeur sociétale ajoutée on peut amener dans la mise en marché de nos produits. Nous qui sommes dans l'alimentation, on a quand même une responsabilité. Et on voit bien que là aussi, nos concitoyens
la lucidité de la relation entre alimentation et santé, alimentation et environnement, alimentation et emploi, c'était quelque chose qui progressait. Hein. On passait donc du consommer plus des années 80 au consommer mieux, voire moins des années 2030, qui sont celles d'aujourd'hui et celles de demain. Donc pour créer ce leadership, moi j'ai demandé à cette époque-là à une équipe d'ingénieurs agro de me faire une liste de substances controversées, pour utiliser un mot. C'était en quelle année? Ça, c'était en 2004. Et de me dire, voilà, quelles sont ces substances qui peuvent avoir un inconvénient sur l'environnement, la santé, etc. Donc on a fait une étude lourde à l'époque, et j'avais une liste devant moi de 90 substances qui allaient donc du parabène au dioxyde de titane, au phtalate, à l'aspartame, à l'huile de palme, etc. Bon, je ne vais pas vous faire la liste. On a été les premiers, je le dis au passage, à enlever le parabène en 2005. Pourquoi enlever le parabène? Parce que c'est un conservateur dans les cosmétiques qui passe dans le placenta quand les femmes sont enceintes. Ça peut rendre stériles les petits garçons. Alors, tant qu'on ne sait pas ça, tout va bien, mais à partir du moment où on a l'information, on fait quoi? Donc la question que j'ai posée, on peut vivre sans parabènes, quoi. Donc, et ça a été difficile, parce qu'à l'époque, j'ai eu contre moi la convention de la pensée qui dit c'est pas notre problème de s'occuper de ça, nous on est des commerçants, on vend ce qui se vend. Voilà. Eh ben non, on a tenu les positions, donc ça nous a permis deux choses, de faire venir à nous des équipes qui étaient intéressées, des jeunes ingénieurs qui nous ont rejoints, et ça a fait un projet d'entreprise, et à partir de ça, 10 ans après, eh ben, ça nous a permis de construire un leadership, et ça nous a permis de réconcilier, parce que du coup, on avait une responsabilité non pas que de commerçant qui met en marché, mais de responsabilité sur l'ensemble de la filière. Ça nous a réconcilié avec la production agricole, parce que bien sûr, on allait voir comment les choses étaient produites. Donc, ça pas toujours, enfin, c'est toujours pas facile d'ailleurs, mais ça nous a permis aussi d'aller voir, questionner l'utilisation abusive des pesticides, etc. Et donc, ces questions-là. La transformation aussi. Et donc, on est rentré dans ce qu'on pourrait appeler la théorie du contrat pour incarner ça. D'ailleurs, on n'était plus là aussi dans le rapport de force, dans la négo, comme ça chaque année, mais on est rentré dans le contractualisme, je trouve, qui est intéressant, parce qu'il permet de réconcilier, de lier ensemble, à durée indéterminée, les acteurs, les parties prenantes sur la mise en marché. Et donc, voilà, cette responsabilité, elle est évidemment une pensée, une idée et tout, mais il faut aussi après, bien sûr, l'incarner. Et je pense qu'il n'y aura plus, je le dis au passage, mais je pense que vous en êtes conscient, désormais, il n'y a plus de leadership possible sans accompagner, sans s'engager dans ces responsabilités-là. Parce que, mes chers amis, je ne crois pas que ce qui sera est simplement la continuité de ce qui fut, même en mieux. Et on a appris aux dirigeants à optimiser les choses au fil du temps par rapport à une histoire. Eh ben non, il faut être un peu plus disruptif, un peu plus créatif, et sans doute pour se projeter dans les années qui viennent, et pour donc construire un nouveau leadership avec une nouvelle ambition, avec un nouveau souffle, il faudra chercher à trouver des voies qui accompagnent ces transitions et qui passeront évidemment par des responsabilités nouvelles prises par les entreprises. Alors justement, Serge, moi ce que je vous entends, c'est passionnant, mais tous les dirigeants n'ont pas forcément la force de frappe, l'organisation d'un groupe comme Système U. Demain, comment fait-on si on veut justement mettre en place ces valeurs dans l'entreprise, si on veut concilier l'environnement, si on veut préserver l'énergie et créer en plus cette mission commune finalement? Je pense d'abord qu'il faut sans doute un peu poser les valises, parce qu'on est tellement toujours la tête dans le guidon, donc voilà, il faut se poser et réfléchir à ça. Et quand je dis se poser, c'est-à-dire qu'il faut poser aussi un diagnostic, se dire où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut y associer les collaborateurs,
Je parlais tout à l'heure d'intelligence collective. On a tous des collaborateurs qui ont envie de contribuer. Dire qu'il faut tourner la page du pyramidal des sachants, hein, du côté jupitérien. Voilà, même il y en a qui s'en sont aperçus, qui se disent qu'au fond, le dialogue, c'est pas mal. Hein. Enfin, c'est pas encore parfait, mais voilà. Et je crois, enfin, chez Système U, il n'y a pas d'énarques. Hein, et donc, c'est des commerçants qui sont des gens modestes, mais quand on les met ensemble, du coup, ils peuvent produire une réflexion intéressante et toutes les entreprises le peuvent. Alors, par contre, ça s'organise. Ça ne peut pas être que sur du management déambulatoire où on discute avec un collaborateur le soir dans le bureau au moment du départ. Ça s'organise, il faut des endroits, des réunions, il faut donner un coup d'envoi, il faut porter un diagnostic. Alors, parfois, il faut se faire accompagner. Et si on veut avoir l'ambition un peu d'accompagner les transitions ou se lancer dans un programme de décarbonation, juste pour info, mais 75% des émissions de gaz à effet de serre ou de l'empreinte carbone, c'est l'énergie. Donc déjà, il faut porter un diagnostic, c'est l'énergie, donc c'est la logistique, etc. Bon, voilà, c'est des gros sujets. Je participe, juste dit, comme ça pour l'anecdote, à un groupe de travail qui rassemble des très belles entreprises familiales où nous allons nous engager sans doute sur l'hydrogène, qui semble être un moyen de coup concret de rentrer dans la diminution de l'empreinte carbone. Alors, je peux prendre un exemple là-dessus, parce que je parlais de réconciliation. Je pense que si on veut faire ça, il faut essayer, quand on est dans le business, de réunir 3 éléments d'une seule personne. C'est le consommateur, le client et le citoyen. Le consommateur, c'est le produit que je veux. Le client, c'est le magasin où je vais, l'espace marchand où je vais. Le citoyen, c'est le pays où je vis. Et donc, ces 3 éléments d'une seule et même personne peuvent être réconciliés. Il faut vendre un bon produit avec du lien, avec voilà, de la relation, et avoir une contribution à l'intérêt général. Consommateur, client, citoyen. Et ça construit un leadership. Je prends un exemple pour participer à la fondation Bâtisseurs Insolites, qui est la fondation de Voyageurs du Monde. Cette entreprise qui s'est lancée dans le voyage à un moment où on disait que c'était les plateformes qui allaient se substituer aux agences. Ben, eux, ils ont une réussite fantastique. Pourquoi ? Parce qu'ils construisent des voyages responsables. Hein, c'est un peu premium, mais en tous les cas, pas n'importe quoi dans ce domaine-là. Leurs collaborateurs, 30% des résultats sont partagés avec les collaborateurs, donc du coup, ils ont une raison d'y être, hein, les collaborateurs aussi, hein, et ils ne s'en vont pas. Hein. Et chaque fois que vous voyagez avec eux, il y a une compensation carbone qui est faite. C'est-à-dire, ils se sont, bah oui, parce qu'il y a des déplacements en avion, et ils ont donc pris comme mission, si je peux dire, dans ce domaine-là, de faire en sorte que les mangroves se portent mieux. Donc, ils replantent dans les mangroves, et c'est des sommes qui sont conséquentes. Hein. Et donc, vous savez que quand vous prenez un billet d'avion avec Voyageurs du Monde, vous avez cette compensation. Donc, on a bien là les éléments d'un engagement sociétal, d'un engagement social et d'une responsabilité économique. Donc c'est ça le leadership, c'est comment la valeur ajoutée sociétale converge en plus de l'économique. Et c'est bien ces 2 éléments-là, au moins, qui font qu'on se singularise et que du coup on devient un leader sur le marché. Et ils sont effectivement leaders. Donc pour tout un chacun, demain, si je veux m'y mettre, vous avez une recette. Donc je diagnostique, j'échange avec mes collaborateurs. Oui, il faut créer les conditions. Je pense qu'il faut se donner aussi du temps. Hein. C'est ça, il faut en avoir, il faut le prendre, parce qu'on n'en a jamais. Oui, c'est pas du jeu, c'est pas au claquement de doigts. Mais ce qui est intéressant, c'est profiter de ce contexte pour faire adhérer les collaborateurs à ce projet. C'est ça qui est bien, parce que ça donne du sens. Ça donne du sens. Puis alors, c'est dommage, je crois qu'il y avait une jeune femme là,
Oui, on va y venir après, moi, mais parce que ça c'est bien. Enfin bon, on va pas déflorer le sujet. Alors, voilà. Vous parliez effectivement de réconciliation et puis de disruption. C'est vrai qu'on observe que les jeunes portent un regard complètement différent sur l'entreprise. Donc on avait prévu, mais à cause des intempéries, elle n'a pas pu venir de Grenoble. On devait avoir Amélie Deloche, qui est une représentante d'un collectif qui a rédigé le manifeste pour un réveil écologique. Et elle souhaitait, on voulait donner la parole à la jeunesse pour interpeller un peu les entreprises parce qu'ils sont en attente. Donc elle m'a envoyé cette nuit, quand elle était bloquée dans les transports, un petit message que je vais vous délivrer. Et puis comme ça, vous pourrez réagir sur ces questions aussi de management et comment on attire cette jeune génération dans nos entreprises. Donc Amélie nous dit: je suis honorée d'avoir été invitée chez vous pour parler ce matin au nom du collectif d'étudiants et jeunes diplômés pour un réveil écologique. Tout a commencé il y a tout juste 1 an. Des étudiants de grandes écoles et universités ont écrit puis lancé le manifeste étudiant pour un réveil écologique, né d'une prise de conscience face à l'urgence climatique et son dangereux impact sur notre avenir. Ce manifeste a été signé par plus de 30 000 étudiants en France, issus de plus de 400 établissements français. 30 000 étudiants qui expriment leur frustration d'être à la fois très conscients de la crise environnementale en cours et d'avoir en face des potentialités d'emploi dans des structures qui n'en prennent pas la mesure. Elle provoque. Extrait du manifeste: en effet, à quoi cela rime-t-il de se déplacer à vélo quand on travaille par ailleurs pour une entreprise dont l'activité contribue à l'accélération du changement climatique ou de l'épuisement des ressources menant à une catastrophe environnementale et humaine? Ce sont ces étudiants que je représente ce matin. Ce qui nous unit, c'est notre refus de vivre dans la dissonance. Conscients de la situation, mais enfermés dans des perspectives d'avenir professionnelles qui ne semblent souvent pas aller dans le sens de la résolution du problème, pourtant vital. Alors comment penser l'entreprise d'aujourd'hui et de demain face à ces bouleversements climatiques, à la perte de la biodiversité, à l'épuisement des ressources? Pouvons-nous envisager une entreprise sufficiente, c'est aussi un nouveau mot, suffisante, qui promouvrait la sobriété à ses consommateurs? Comment réinventer les business models et nos systèmes économiques face à l'urgence climatique? Et elle conclut, je saute un peu son intervention: face à ces revendications croissantes des étudiants, comment, Monsieur Papin, réagissez-vous? Les entreprises sont-elles et vont-elles être à la hauteur des exigences des étudiants liées aux enjeux de la transition écologique? Comment on répond à ces jeunes générations? Oui, alors en plus, ces étudiants, moi, je suis en relation avec eux depuis un petit moment. J'avais vu leur porte-parole sur Paris. Ils disent, ils sont 30 000 en effet, c'est pas rien. Et ils disent qu'ils ne veulent plus s'embaucher pour une entreprise. Ils ont inventé le mot dit climaticide. Donc ça veut dire que sur la marque employeur, là aussi, il faudra se poser des questions. Voilà. Et donc on voit bien que... alors, on peut citer ce qui se passe avec Greta Thunberg, qu'on peut après, je sais que c'est controversé, etc. Mais en tous les cas, ça c'est un vrai leadership. Elle incarne une génération de jeunes là, qui va demander des comptes et qui va être rupturiste sur le changement quand ils vont être à l'âge de créer des familles et de consommer. Bon, ça va être rupturiste. Regardez aussi les signes. Le dernier salon de l'automobile à Berlin, c'est jamais vu en Allemagne. Il y a 30 000 personnes dans les rues en vélo, en Allemagne. Voilà, ça, c'est des marqueurs d'un monde qui change. Et alors, bien sûr, il faudra que les entreprises, pour que, avec ces étudiants-là qui incarnent ces nouvelles générations, à la fois assument le passé, parce qu'il ne s'agit pas non plus de pointer du doigt et d'aller demander des comptes sur ce qui a pu être fait, mais à partir du moment, là aussi, où on est maintenant conscient et lucide sur les transitions, et vous savez, mes amis, les transitions, elles ne sont pas que écologiques, climatiques ou énergétiques. Les transitions, elles sont probablement anthropologiques. C'est-à-dire que l'humanité... si on continuait comme ça, il est question, et je ne suis pas collapsologue, mais quand on discute, j'ai fait un débat avec Jean Jouzel il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas le plus pessimiste des climatologues, c'est un scientifique. Bon, il dit on n'évitera pas 1 mètre ou 2 mètres d'eau de plus
et ça va aller très vite, donc avec des conséquences très importantes. Donc, et en France, bien sûr, mais dans le monde, donc avec des flux migratoires à gérer, etc. Donc, il peut créer des désordres importants, plus... donc, ça veut dire qu'il faut que les entreprises prennent leur part. On ne peut pas laisser... on voit bien, les États sont assez démunis. C'est aux entreprises. Je pense que les transitions, c'est aux entreprises de les accompagner. Et à ce moment-là, à partir du moment où, OK, on assume ce qui a pu être fait, même si ça n'a pas été parfait, mais qu'on est capable de se projeter sur des choses plus vertueuses et plus raccord avec l'accompagnement à ces transitions, à ce moment-là, on répond, me semble-t-il, aux étudiants. Mais il faut, en effet, s'engager sur des voies qui sont réconciliatrices, et notamment avec la planète. Donc effectivement, on a cette responsabilité du manager dans son management, dans son rayonnement de l'entreprise. Donc ce sont des voies nouvelles et je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un autre point de vue pour l'avoir vécu personnellement. On a une nouvelle demande de la jeunesse qui arrive et qui bouleverse un peu nos esprits, mais dans le bon sens. Oui, bah, ils sont conscients. Moi, j'ai un gamin qui a une dizaine d'années. Il me pose cette question. Il me dit comme ça, hein, mais bon, ça n'empêche pas d'être joyeux, mais il me pose cette question. Il me dit, papa, est-ce qu'on a un avenir? Parce qu'il entend tellement les choses. Il dit, bon, est-ce qu'on a un avenir? Et compte, il a 10 ans. C'est quand même une vraie question. Et j'étais. Alors là aussi, il faut réconcilier parce que. Par contre, quand je suis allé faire une petite conférence comme ça avec des personnes qui étaient le club intersenior d'Évreux. Voilà. Intersenior. C'est des gens qui ont plus de 75 ans, des ex-68 arts, voilà, qui ont profité au CV, mais ils y croient. Alors eux, du coup, ils y croient pas du tout. Hein. Il y a une espèce de déni aussi de leur part, où ils disent... ça, c'est fake, hein, voilà, nous, c'est de la com, etc. Donc, voilà, c'est ceux qui ont élu Trump aussi, hein, voilà, bon, et on voit bien, moi, quand vous avez parlé d'Osons Demain, on l'avait fait pour aider aussi Nicolas Hulot. Bon, Nicolas Hulot, qui est un type pourtant assez pratique, hein, bon, il est parti parce qu'il se sentait isolé. Donc voilà, donc il faut maintenant tous ensemble provoquer un mouvement. Et là encore une fois, ce sont les entreprises qui permettront de le faire. Pas attendre. L'intérêt général n'est plus dans le domaine des pouvoirs publics. On peut, voilà, je pense, hein, on peut s'en plaindre, mais regardez, si on ne met pas, nous, un peu de conscience dans tout ça, chef d'entreprise, et on n'essaie pas justement de compenser les désordres, ben, qui va le faire? Dire ça, c'est une vraie responsabilité. Qui va le faire? L'État ne peut plus le faire. C'est à nous, et en particulier, je pense, les entrepreneurs chrétiens, je pense, devraient se mobiliser sur ces sujets-là. Le sujet est lancé, donc on va bientôt passer aux questions, mais les EDC ont la traditionnelle question. Dernière et traditionnelle question de la matinale. Quelle est la place de Dieu dans votre vie, Serge? Toujours une question compliquée, mais très intéressante. Voilà, écoutez, je ne sais plus qui a dit cette phrase, le hasard est l'homme de paille de Dieu. Et ouais, il se trouve que, par hasard, en circulant dans Paris, j'ai trouvé sur mes pas, en l'église de Saint-Gervais, la fraternité monastique de Jérusalem. Et j'ai cette fraternité qui a été créée en 1975 par un moine de l'Aubrac qui s'appelle Pierre-Marie Delfieux. Elle a un charisme qui est de faire en sorte que la ville soit le monastère. Les moines travaillent à mi-temps et ils offrent un puits de fraîcheur, je trouve, le matin, le midi, le soir. Ils sont toujours là, gratuitement, hein. Et qu'on soit croyant ou non croyant, on peut s'installer en l'église de Saint-Gervais. C'est des jeunes, ils sont des moniales, des moines, ils ont essaimé d'ailleurs sur le territoire européen. Et voilà, et ben moi qui étais en effet à une époque chez les frères et les prêtres à Saint-Joseph à Fontenay, où c'était pas vraiment la bonne époque, hein, entre nous. Hein. Bon. Ils m'ont viré, mais j'étais content quand même d'être viré. Hein, parce que j'étais un peu rebelle à l'époque. Hein, et bon,
Donc ça m'avait un peu, comment dirais-je, j'avais fait un pas de côté par rapport à ça. Et puis voilà, sur mes chemins avec cette fraternité-là, dont le prieur général est quelqu'un qui aurait pu être directeur général. Hein. C'est-à-dire ce type-là, il peut passer, il dirige sa communauté, bon, et qu'il est quand même une grande communauté, puis en même temps, il peut se transformer c'est comme un espèce de bloc de prière là où il est impressionnant. Hein. Donc, moi, ces gens-là m'ont inspiré. Donc voilà, ça s'incarne de cette façon-là. Super. Bon. Merci beaucoup Serge Papin. On peut l'applaudir. Et on a le temps du coup maintenant pour dialoguer, échanger. Je crois qu'il y a déjà quelques questions qui sont tombées sur les écrans. Quid de l'application de vos idées aux entreprises du CAC 40 ? Pas facile. Hein. Je me souviens, il y a eu un appel des 40 contre le CAC 40 par Libération il y a 3 ou 4 ans. C'était à propos du salaire de Carlos Ghosn, il y a 4 ans. Et je me rappelle, Laurent Geoffrin m'avait appelé en disant « Bon, tu représentes des PME, tu devrais dire, nous, on va faire un appel, parce qu'on trouve que c'est excessif, certains salaires. » Donc j'avais dit oui, comme ça, et je me suis retrouvé, les 40, en fait, il y avait Martinez, il y avait en chef d'entreprise. Heureusement, on était 2, il y avait Jean-François Rial de Voyageurs du Monde. T'es 2 chefs d'entreprise, c'est que des politiques, et plutôt, voilà. Ça m'a valu des inimitiés dans mon réseau, vous imaginez même pas. Ils ont dit, mais de quoi tu t'occupes, Serge, à aller... voilà. Bon, ils avaient sans doute pas tort, je me suis fait un petit peu embarquer. Mais le CAC 40, on voit bien, de toute façon, ils sont conscients, je pense. Et on voit bien qu'on est au bout d'un cycle aussi où le capitalisme... qui est excessif, l'ultralibéralisme qui n'est pas assez partageur, on commence à en voir les limites. Et je pense qu'il y a un certain nombre de patrons du CAC 40 qui sont prononcés, je pense à des gens comme Faber, etc., sont conscients de là-dessus, en parlent en tous les cas. Je ne dis pas qu'ils agissent, mais ils en parlent. Moi, je pense qu'il faudrait surtout, pour ceux qui sont avec une fibre chrétienne, je pense notamment à Faber, il faudrait faire d'autres propositions. C'est-à-dire que le capitalisme n'a pas de pérennité s'il continue ainsi. Je pense qu'il faudra qu'il se réinvente, qu'il retrouve un nouveau souffle, et notamment, je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à comment le corps social peut être présent dans le capital, puisque le capitalisme, voilà, c'est ça, hein. Celui qui décide, c'est celui qui possède les titres, et celui qui touche les fruits, c'est celui qui possède aussi les titres. Il faudrait réfléchir, me semble-t-il, à des actions d'un nouveau type, d'une nouvelle catégorie qui serait non spéculative, qui serait réservée au corps social. Et évidemment, quand on rentre dans l'entreprise, ben, on fait partie. Quand on sort, on les laisse comme ça pour pas qu'il y ait de spéculation. Et une partie des titres des entreprises devrait être consacrée aux collaborateurs qui, à ce moment-là, seraient une partie prenante. Et quand les dividendes seraient là, ça serait à ce moment-là une possibilité de partager aussi les fruits. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué ce capitalisme. Rendez compte, il y a le montage, moi je trouve ça, c'est terriblement injuste, parce que les montages font, en cascade, que les résultats sont siphonnés, pris par des holdings, et on dit aux collaborateurs qui travaillent, ah ben on n'a pas fait de résultats. Et en fait, si, il y en a eu, ils ont produit des choses, mais c'est pris par le système capitaliste qui organise tout un tas de cascades. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas continuer comme ça. Honnêtement, c'est injuste. Il faut se dire ça, c'est injuste. Donc il faudra, pour trouver, autrement ça craquera. Donc il faut trouver ce qu'on pourrait appeler une petite bifurcation. Hein, pour réinventer. Et là aussi, il faudrait poser les valises. Hein. Il y a Bruno Le Maire qui va venir tout à l'heure. Déjà, il a mis en place la loi Pacte, hein, c'est pas rien, hein, avec la notion d'entreprise à mission. Donc je trouve que c'est un bon début. Hein, voilà. Mais il faut sans doute aller au-delà. Il faudra là, peut-être que
le CJD peut aussi contribuer à des réflexions comme ça pour donner un nouveau souffle au capitalisme, semble-t-il. Oui, je vous entends. Bon. Ouais. C'est mieux qu'un micro. On a effectivement des champions du CAC 40, ça c'est une certitude, ils sont de plus en plus forts, on a vraiment l'impression, on peut en être fier. On a aussi beaucoup de PME, mais je trouve qu'en France, on a assez peu d'ETI et assez peu de PME qui passent des caps. On a l'impression qu'il y a un plafond de verre. Alors vous avez un autre modèle, quelles seraient vos idées et qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui est quand même assez complexe et particulière en France? Oui, c'est-à-dire que par rapport à l'Allemagne, on a toujours cette espèce de schéma où l'Allemagne, c'est une espèce, on pourrait dire que c'est un rond, il y a les grandes entreprises au-dessus, les petites en dessous, et le cœur de la réussite allemande, ce sont les ETI. En France, c'est tout à fait le contraire, donc c'est plutôt un losange, là, comme ça, ou deux losanges. C'est-à-dire qu'on a des belles entreprises du CAC 40, on a beaucoup de TPE, et on n'a pas d'ETI. Et le défi, en effet, c'est de faire passer les TPE ou les PME en ETI. Pour ça, il faut mettre en place des dispositifs aussi de transmission, parce que ce qui n'est pas simple, c'est qu'actuellement, dans ce pays, on a un rapport à l'entrepreneuriat qui est compliqué. Il n'y a plus de jeunes qui veulent reprendre, ou difficilement, je dis ça en caricaturant, les entreprises. On va voir un vrai sujet. Dans l'artisanat, même pour reprendre les TPE, c'est pas aussi simple que ça. Donc il faut probablement, là aussi, c'est peut-être pour le coup une responsabilité aussi du MEDEF ou de la CGPME qui sont un peu absents de ce débat-là. C'est tout l'enjeu de la transmission. Chez Système U, on a réfléchi à ça, et ça fait partie aussi du développement durable, ça. Et on a mis en place un certain nombre de dispositifs, donc financiers, pour aider, de formation aussi, et de parrainage, d'accompagnement. Donc là, il s'agit d'un réseau, c'est organisé, c'est constitué, ce qui fait que la moyenne d'âge est de 45 ans et que les générations succèdent aux générations. Et voilà. Il faudrait que ce type de dispositif existe aussi, mais soit pris par d'autres réseaux, parce que le problème des PME, souvent, autant les réseaux de commerçants indépendants sont fédérés en coopératives, donc il y a un vivre ensemble, une notion de réseau qui fait que c'est plus facile, alors que les PME, les TPE sont souvent isolées. Et il faut qu'elles se retrouvent dans des réseaux où elles peuvent... avec l'aide aussi des banques, sans doute, réfléchir à cet accompagnement, à ces parrainages, à la partie financière, pour que les transmissions se fassent avec aussi une nouvelle vision des choses et un développement. Donc ça reste à construire, c'est pas du tout organisé. Et je trouve que le MEDEF, là-dessus, parfois, au lieu devrait s'occuper de ça. Ça me paraît important. D'autres questions dans la salle? On a une autre question Twitter. En regard des évolutions technologiques, les entreprises auront-elles toujours un métro de retard dans leurs investissements en responsabilité sociétale? Non, mais pourquoi quelle est la relation avec la technologie? C'est pas moi qui ai posé la question, mais... Mais ça dépend après où est-ce qu'on place la modernité déjà. Parce que la technologie, moi je suis toujours un peu prudent, c'est quelles sont les attentes des gens par rapport à son métier. Il faut choisir son terrain de jeu aujourd'hui. Et je vais vous dire, mes amis, il y a autant de modernité dans la présence d'un bon boucher que dans l'acquisition de la dernière technologie. Et paradoxalement, c'est plus compliqué d'avoir un bon boucher que d'acheter la dernière technologie. Parce qu'il faut donner envie à des gens de faire ce métier. Voilà. Donc il faut trouver sa résilience. C'est quel est son choix, quel terrain de jeu on choisit. C'est ça la question maintenant. On ne peut pas tout faire. Si on voulait lutter, si Système U avait voulu lutter contre Amazon, Amazon, la capitalisation boursière ce matin d'Amazon, c'est 1000 milliards d'euros. Voilà. Celle de Carrefour, au passage, qui est le champion français, doit être de moins de 20 milliards d'euros. Alors, ça veut dire qu'il peut, s'il veut, s'offrir Carrefour en dessert, pas en plat de résistance. Voilà, c'est ça la question. Donc comment exister dans ce monde-là? Il faut bien trouver la résilience, c'est de faire un choix. Et une fois qu'on a choisi ce terrain de jeu, il faut augmenter son niveau de jeu.
Et ça veut dire qu'il faut être plus professionnel. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, avoir des bons collaborateurs, bien les former, bien les payer. Et pour prendre ce train d'avance, il faut être... une fois qu'on a fait ce choix, il faut se dire, une fois que ce choix est fait, je veux être le meilleur quand j'ai fait ce choix. Mais on n'est pas obligé d'aller sur tous les terrains. Parce que, à ce moment-là, si on va aller sur d'autres terrains, il faut s'allier. Il faut trouver des partenaires. La période est aux alliances. Il faut s'ouvrir, ça. Parce qu'on ne peut pas, mais sur son business model qu'on a choisi, et actuellement, c'est parfois l'heure de faire des choix. Parce que, voilà, et moi, je pense que voilà, les choses à ce moment-là, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, poser les valises, réfléchir, faire le choix, et on peut retrouver un train d'avance, même si on avait un train de retard. Alors moi j'ai une question, vous avez été précurseur justement, notamment dans l'identification des produits toxiques. Aujourd'hui on s'émerveille d'applications comme Yuka, il y a 15 ans que vous y pensez déjà. Avec cette clairvoyance que vous avez eue, malgré tout, quels sont vos plus grands échecs et vos plus grands succès ? J'aurais voulu aller... il y a des choses c'est pas facile. J'ai toujours cette phrase, quand on veut détourner un avion, il faut être dedans. Mais voilà, ça veut dire que... il ne faut pas se mettre à l'extérieur et chercher des coupables, mais il faut modestement, à l'intérieur, petit à petit, détourner les choses. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut convaincre et pas contraindre. Je trouve que nous ne sommes pas allés assez vite dans la mise en place de certaines choses qui sont gênantes. Les emballages, je pense notamment aux emballages plastiques, etc. C'est des choses dont on avait conscience il y a très longtemps, mais bon, voilà, c'est pas aussi simple comme ça. Je suis admiratif au passage de Biocoop, qui a arrêté de commercialiser les eaux en plastique. Voilà. Bon. Et je regrette une deuxième chose. J'ai été président de l'atelier 5 des États généraux de l'alimentation. On avait pris un certain nombre de bonnes décisions, me semble-t-il, en conclusion, et qui sont mal suivies parce que l'État n'appuie pas assez. Et puis Emmanuel Macron, dans son discours de Rungis, avait dit, sous les suggestions qu'on lui avait faites, qu'on arrêterait les accords annuels qui sont que du rapport de force pour aller vers des accords pluriannuels, donc qui sont naturellement réconciliateurs, puisque quand on se projette à plusieurs années, on est obligé de relationner différemment, et ça n'a pas été suivi des faits. Et donc je trouve que par rapport... Et ça, c'était très important pour appliquer des choses très positives sur la loi Egalim, notamment sur la rémunération des agriculteurs. Et là encore, on ne va pas au bout. Et je trouve ça dommage. Alors, sur le Twitter, on a plusieurs questions que je trouve intéressantes et qui reviennent au même point. C'est par rapport au rôle des pouvoirs publics et au rôle de l'entreprise. Les pouvoirs publics ne sont pas leaders. Cela ne représente-t-il pas une vraie révolution de la société dans son ensemble, où les pouvoirs élus sont transférés à des pouvoirs privés? Et cela n'est-il pas dangereux? Vous le disiez tout à l'heure, effectivement, est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est à l'entreprise? Est-ce que c'est au chef d'entreprise? Quel est le pouvoir des salariés? Comment on se répartit dans les rôles? Je crois que la société civile doit prendre son destin en main. On voit bien que les pouvoirs publics sont fragiles dans ce domaine, et la société civile devrait pouvoir contribuer, d'ailleurs mieux et plus. Les élus, aujourd'hui, il y a quand même une crise de la représentation, on le voit bien. Les élus, ils le sont souvent avec moins de 20% des suffrages. Donc la société civile doit être plus présente dans l'intérêt général. Et qu'est-ce qui porte la société civile le plus? C'est l'entreprise. Et moi je crois que les chefs d'entreprise doivent sortir du bois dans ce domaine-là. Alors à leur place, mais doivent s'exprimer parce qu'ils portent l'intérêt général. Ils sont en lien avec leurs collaborateurs qui demandent aussi ça. Et le faire, pas forcément dans l'opposition, le faire pas forcément dans le rapport de force, le faire dans le dialogue, mais la société civile doit, le monde des entreprises doit porter un message justement un petit peu plus réconciliateur.
Parce que ce qui intéresse nos concitoyens, c'est quel futur souhaitable on veut avoir ensemble. C'est ça qui est important, ça qui est intéressant. C'est le vivre ensemble. Et l'entreprise, elle incarne, je crois, très bien un vivre ensemble qui est beaucoup plus apaisé. On va faire une toute dernière question, et puis on devra s'arrêter malheureusement. Oui, bonjour à tous. Denis Cérizola, je suis dirigeant de PME sur la région lyonnaise et membre du MEDEF. Donc, je voulais répondre à votre question de tout à l'heure, à votre remarque. J'ai pris le train en marche, là je suis arrivé peut-être un petit peu en retard, mais vous me semblez, Monsieur Papin, très pessimiste ce matin. Bon, c'est un rôle, certes, mais en n'insistant pas assez sur le rôle fondamental que font, qu'ont en action les PME, très présentes d'ailleurs dans la région Rhône-Alpes, vous le savez, qui représentent l'ensemble une grande partie du tissu des employeurs de France. Et donc toutes ces PME se remuent tous les matins, je peux vous dire, ils font des choses concrètes sur l'employabilité, sur l'environnement, sur le bien-être des salariés. Et je connais pas de PME à ma connaissance qui, comme vous disiez tout à l'heure en caricaturant, remonte des bénéfices pour ne pas les distribuer aux salariés. Ce qu'on a fait toute l'année passée et qu'on continue à faire et qu'on faisait déjà avant, c'était de redistribuer un maximum et loin de nous de cacher des intérêts, de les remonter à quelques actionnaires ou je ne sais qui. Donc il ne faut pas non plus dramatiser trop cela. Et les PME, notamment du MEDEF, mais aussi la CGPME ou dans d'autres, ou aux EDC que je connais très bien, font ce rôle tous les jours. Donc soyons quand même positifs, parce qu'à vous écouter, c'est pas terrible le démarrage de la journée avec ce que j'entends là. Merci. Non, c'est pas. Écoutez, on s'est mal compris parce que c'est pas du tout. Puis la question qui m'a été posée par rapport à ça, c'était par rapport au CAC 40 et au capitalisme, je le disais en général. Mais je suis d'accord avec vous, les PME, beaucoup de PME ont des contrats d'intéressement et partagent les résultats. Souvent, c'est celles d'ailleurs qui se portent mieux, celles qui partagent plus. Non, je ne voulais pas pointer du doigt comment dirais-je, le MEDEF non plus, qui fait du mieux qu'il peut, je crois, qui pourrait faire peut-être plus parfois dans l'échange. Mais bon, voilà. Voilà. Parfait, merci Serge. Très bien. Un grand merci, moi j'ai retenu. Merci à vous. Ça tombe bien parce que le président du MEDEF sera là dans 2 heures. Donc, voilà. Ouais. Merci. Merci Serge Papin, merci à vous.